En octobre 2007, dans un petit appartement du quartier d'Oulon à Nantes, une femme de 86 ans demande à voir la police avec urgence. Madeleine Fourcade est mourante, rongée par un cancer en phase terminale, et elle ne peut plus porter seule le poids du secret qui l'étouffe depuis 18 années. Quand les inspecteurs arrivent à son chevet, elle leur raconte une histoire qui les glace jusqu'aux os. Une histoire qu'elle aurait dû révéler il y a presque 2 décennies, mais qu'elle a gardée par peur, par honte, par lâcheté peut-être. Il s'agit de ses anciens voisins, Henri et Camille Lavigne, un père et sa fille qui ont disparu ensemble dans la nuit du 23 octobre 1989. Pendant des années, leur disparition est restée un mystère complet pour les enquêteurs. Mais ce que Madeleine révèle ce jour-là dépasse tout ce que les policiers auraient pu imaginer. Car elle n'a pas seulement vu quelque chose la nuit de leur départ. Elle a été témoin, durant les 2 années précédentes, d'une transformation progressive et terrible dans cette maison mitoyenne. Une relation père-fille qui a franchi toutes les frontières de la décence, transformant un foyer en quelque chose d'innommable. Mais pourquoi cette femme a-t-elle attendu si longtemps pour parler ? Qu'a-t-elle vraiment vu derrière ces murs? Et surtout, qu'est-il advenu d'Henri et Camille Lavigne après cette nuit d'octobre 1989? Avant de continuer avec cette histoire bouleversante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Nantes, à la fin des années 80, est une ville en pleine transformation. L'ancienne cité portuaire se réinvente, oscillant entre son passé industriel et ses ambitions culturelles. Le quartier d'Oulon, situé à l'est de la ville, est un secteur résidentiel tranquille, composé principalement de pavillons modestes construits dans les années 50 et 60. C'est un quartier de travailleurs, de familles stables, où tout le monde se connaît sans forcément se fréquenter. Les rues bordées d'arbres portent des noms de poètes français. Et les maisons mitoyennes se ressemblent toutes, avec leurs petits jardins bien entretenus et leurs volets peints en blanc ou en bleu. La rue Lamartine, où vivent les Lavignes, compte une vingtaine de pavillons identiques. C'est une voie calme, où les enfants jouent encore au football sur le trottoir et où les voisins se saluent poliment en sortant chercher leur courrier. Henri Lavigne occupe le numéro 17 depuis 1979. Année de son mariage, avec Eliane Mercier. À l'époque, Henri travaille comme mécanicien dans un garage automobile du centre-ville, une petite entreprise familiale qui répare principalement des Renault et des Peugeot. C'est un homme taciturne, aux mains calleuses, qui sent perpétuellement l'huile de moteur et le tabac. Ses collègues le décrivent comme quelqu'un de compétent mais peu sociable, qui préfère la compagnie des voitures à celle des humains. Eliane, elle, était tout son contraire. Employée dans une boulangerie du quartier, elle était souriante, bavarde, toujours prête à échanger quelques mots avec les clients. Les voisins se souviennent d'une femme chaleureuse qui entretenait son jardin avec passion, cultivant des roses trémières et des géraniums qui égayaient la façade grise de la maison. Le couple semblait ordinaire, ni particulièrement heureux, ni visiblement malheureux, comme tant d'autres dans cette rue. Camille naît en février 1973, fille unique du couple. Dès son plus jeune âge, elle est une enfant calme, presque trop sage. À l'école primaire du quartier, les instituteurs notent son sérieux, son application, mais aussi son isolement. Camille ne se lie pas facilement avec les autres enfants. Elle préfère rester seule dans un coin de la cour, à lire ou à dessiner. Cette timidité maladive inquiète parfois Eliane, qui tente d'inscrire sa fille à diverses activités pour l'aider à se socialiser. Mais Henri s'y oppose systématiquement. Il estime que Camille n'a besoin de personne d'autre que sa famille, que le monde extérieur est dangereux, corrompu. En 1984, alors que Camille n'a que 11 ans, Eliane est diagnostiquée avec un cancer du sein. La maladie progresse rapidement malgré les traitements. Les voisins voient Henri rentrer de plus en plus tard du garage, le visage fermé, évitant les regards. Eliane maigrit à vue d'œil, ses cheveux tombent, ses sourires deviennent rares.
Camille, elle, se transforme en petite adulte, s'occupant de sa mère, faisant les courses, préparant les repas. À 12 ans, elle a déjà perdu son insouciance d'enfant. Eliane décède en mars 1985, 3 jours après le 12e anniversaire de Camille. L'enterrement est simple, peu de monde y assiste. Henri reste stoïque, sans une larme, serrant la main de sa fille durant toute la cérémonie. Après cela, quelque chose change dans le pavillon du numéro 17. Les volets restent plus souvent fermés. Le jardin, autrefois si soigné, commence à se transformer en friche. Henri refuse désormais toute aide, toute visite. Quand les voisins tentent de manifester leur sympathie, il les repousse poliment mais fermement. Madeleine Fourcade, qui vit au numéro 15, juste à côté, est une veuve de 64 ans à cette époque. Son mari, instituteur à la retraite, est mort d'une crise cardiaque en 1983. Depuis, elle vit seule, occupant ses journées à tricoter, à regarder la télévision et surtout à observer la rue depuis sa fenêtre du salon. Ce n'est pas de la curiosité malsaine, elle le jure, juste une façon de se sentir encore connectée au monde. De sa fenêtre, elle a une vue directe sur la maison des Lavignes, séparée de la sienne par un simple mur mitoyen de 20 cm d'épaisseur. Le lundi 23 octobre 1989 est une journée automnale typique à Nantes. Le ciel est gris, une bruine fine tombe depuis le matin et les feuilles mortes s'accumulent dans les caniveaux de la rue Lamartine. Ce jour-là, Henri Lavigne se présente normalement à son travail au garage. Ses collègues ne remarquent rien de particulier dans son comportement. Il effectue ses réparations habituelles, déjeune seul comme à son habitude, fume ses gauloises dans la cour arrière durant les pauses. À 17h30, il range ses outils, enfile sa veste en cuir élimé et quitte le garage sans dire au revoir à personne, comme toujours. Camille, elle, assiste à ses cours au lycée Aristide Briand, situé à 3 km de chez elle. Elle suit la section scientifique avec de bonnes notes, particulièrement en mathématiques et en physique. Ce lundi, elle a cours jusqu'à 16 heures. Plusieurs de ses camarades de classe se souviendront plus tard qu'elle semblait tendue ce jour-là, distraite. Durant le cours de français, la professeure doit l'interpeller à 2 reprises, car elle fixe le vide par la fenêtre au lieu de suivre l'explication sur Madame Bovary. À la fin des cours, Camille range rapidement ses affaires et quitte l'établissement sans traîner avec qui que ce soit, ce qui n'est pas inhabituel chez elle. Vers 18h15, M. Pelletier, qui habite au numéro 21, croise Henri dans la rue alors qu'il rentre chez lui. Ils échangent un bref signe de tête. M. Pelletier remarquera plus tard qu'Henri portait un sac de sport qu'il n'avait pas l'habitude de voir. Vers 18h30, Madame Garnier, qui vit en face au numéro 16, aperçoit de sa cuisine Camille, qui entre dans le pavillon des Lavignes. Elle porte son sac à dos d'école et marche vite, la tête baissée sous la pluie qui s'est intensifiée. Ensuite, c'est le silence. Aucune lumière ne s'allume au numéro 17 ce soir-là, ce que plusieurs voisins trouveront étrange après coup. Normalement, on voit la lumière de la cuisine vers 19h, puis celle du salon jusqu'à 22h environ. Mais ce lundi soir, la maison reste plongée dans l'obscurité complète. Madeleine Fourcade, depuis sa fenêtre, observe la maison voisine avec une inquiétude grandissante. Vers 20h30, elle entend distinctement le bruit d'une porte qui se ferme, puis celui d'un moteur qui démarre. Elle écarte légèrement le rideau de son salon et aperçoit la vieille Renault, 12 bleu d'Henri, qui recule dans l'allée. À travers le pare-brise embué, elle distingue 2 silhouettes à l'avant. La voiture tourne au bout de la rue et disparaît dans la nuit pluvieuse. Madeleine reste un long moment devant sa fenêtre, un sentiment étrange au creux du ventre, se demandant pourquoi elle trouve cette scène si troublante. Le lendemain matin, mardi 24 octobre, Henri ne se présente pas au garage. Son patron, M. Leroy, trouve cela inhabituel car Henri n'a jamais manqué une seule journée en 10 ans, même malade. Il tente d'appeler chez les Lavignes, mais personne ne répond. Au lycée Aristide Briand, l'absence de Camille est notée. La conseillère d'éducation téléphone également au domicile, sans succès. Mercredi, puis jeudi, toujours aucune nouvelle. La boîte aux lettres du numéro 17 déborde de courrier.
Vendredi 27 octobre, Monsieur Leroy se rend personnellement rue Lamartine. Il sonne à plusieurs reprises, frappe à la porte, appelle par le nom d'Henri. Rien. Il fait le tour par le jardin et regarde par les fenêtres. La maison semble vide, figée. Inquiet, il retourne au garage et appelle la police. 2 agents du commissariat central de Nantes se présentent au domicile des Lavignes le même après-midi. Accompagnés par le serrurier mandaté par la municipalité, ils entrent dans le pavillon. Ce qu'ils découvrent les laisse perplexes. La maison n'est pas en désordre. Il n'y a aucun signe de lutte ou d'effraction. Mais certains détails sont troublants. Dans la cuisine, 2 assiettes sales traînent dans l'évier. Dans le salon, la télévision est débranchée, tout comme la radio. À l'étage, dans la chambre principale, les placards sont à moitié vides. Des vêtements manquent visiblement, de même que des articles de toilette dans la salle de bain. Sur le lit, parfaitement fait, repose une enveloppe adressée à Monsieur Leroy, le patron d'Henri. L'agent ouvre l'enveloppe. À l'intérieur, un court message manuscrit « Je démissionne. Merci pour ces années. Henri Lavigne ». Ou pas d'explication, pas d'adresse de contact, rien d'autre. Les policiers inspectent le reste de la maison. Dans la chambre de Camille, ils constatent le même phénomène. Des vêtements ont été emportés, ses manuels scolaires sont restés, mais ses affaires personnelles, photos, quelques livres préférés ont disparu. Dans le garage attenant à la maison, la place de la Renault 12 est vide. Les policiers relèvent le numéro d'immatriculation grâce aux documents d'assurance trouvés dans un tiroir du bureau. Un avis de recherche est lancé immédiatement pour le véhicule. L'inspecteur Grégoire Marchand, un homme de 45 ans, avec 20 ans de carrière dans la police nantaise, est chargé de l'enquête. Dès le premier jour, il sent que cette affaire ne ressemble pas aux disparitions habituelles. Il y a eu un départ, c'est évident, mais volontaire de la part d'Henri, certainement. La question qui le taraude, Camille est-elle partie de son plein gré? Les interrogatoires commencent immédiatement. Monsieur Leroy décrit Henri comme un employé fiable mais secret, qui ne parlait jamais de sa vie personnelle. Les professeurs de Camille la décrivent comme une élève brillante mais isolée, qui n'avait aucun ami proche. Ses camarades de classe confirment qu'elle ne participait jamais aux sorties, ne venait jamais aux fêtes, semblait vivre dans une bulle. Plusieurs mentionnent qu'elle parlait rarement de son père, et quand elle le faisait, c'était toujours avec une étrange distance dans le regard. Les voisins de la rue Lamartine sont interrogés un par un. La plupart décrivent Henri comme quelqu'un de poli mais froid, qui refusait toute proximité. Personne ne connaît vraiment la famille Lavigne. Madame Garnier mentionne avoir vu Camille rentrer le lundi soir. Monsieur Pelletier parle du sac de sport inhabituel. Mais personne n'apporte d'éléments vraiment significatifs. Quand les policiers sonnent chez Madeleine Fourcade, le samedi 28 octobre, elle les fait entrer dans son petit salon encombré de bibelots et de photos jaunies. Elle leur sert du café et répond à leurs questions d'une voix tremblante. Oui, elle a entendu la voiture démarrer lundi soir. Oui, elle a vu 2 silhouettes. Non, elle ne peut rien affirmer avec certitude. L'inspecteur Marchand note ses déclarations, remarquant qu'elle semble nerveuse, qu'elle évite son regard. Mais il attribue cela à l'émotion normale d'une vieille dame confrontée à la police. Avant de partir, il lui demande si elle a remarqué quelque chose d'inhabituel chez les Lavignes ces derniers temps. Madeleine hésite, ouvre la bouche, puis la referme. Non, rien de particulier, finit-elle par murmurer. Ce mensonge la hantera pendant 18 ans. Les semaines qui suivent la disparition des Lavignes, la rue Lamartine vit dans une atmosphère étrange. Le pavillon du numéro 17 reste vide, ses volets fermés, son jardin envahi par les mauvaises herbes. La municipalité finit par placer des scellés sur la porte en attendant de savoir ce qu'il adviendra de la propriété. Les voisins évitent de passer devant comme si la maison était maudite. L'enquête de la police piétine rapidement. La Renault 12 bleue est retrouvée le 12 novembre 1989 dans un parking souterrain de la gare SNCF de Lyon. Le véhicule est vide, aucune trace de bagages, aucun indice. Les caméras de surveillance de la gare sont examinées, mais la qualité des images est trop médiocre
pour identifier formellement Henri ou Camille parmi les centaines de voyageurs qui transitent chaque jour. Les enquêteurs vérifièrent les registres des hôtels, les locations d'appartements, les embauches dans la région lyonnaise et au-delà. Rien. Henri et Camille Lavigne semblent s'être évaporés. L'inspecteur Marchand explore plusieurs hypothèses. La première, Henri a décidé de refaire sa vie ailleurs avec sa fille, peut-être pour fuir des dettes ou un passé trouble. Mais les vérifications bancaires ne révèlent aucun problème financier. Le compte d'Henri affiche un solde modeste mais stable, et aucun retrait important n'a été effectué avant la disparition. La deuxième hypothèse, Camille voulait partir, et Henri l'a accompagnée. Mais pour aller où? Pourquoi? L'adolescente n'avait aucun petit ami connu, aucun projet de voyage, aucune raison apparente de fuir. La troisième hypothèse, la plus sombre, est celle d'un drame familial suivi d'une fuite. Mais sans corps, sans scène de crime, cette piste reste purement spéculative. En décembre 1989, faute de nouveaux éléments, le dossier est classé en disparition inquiétante. L'affaire fait quelques brèves apparitions dans les journaux locaux, notamment Ouest France et Presse Océan, mais elle est vite éclipsée par d'autres actualités. La famille élargie des Lavigne est pratiquement inexistante. Henri était fils unique. Ses parents sont morts dans les années 70. Du côté d'Eliane, une sœur vivant à Bordeaux manifeste une vague inquiétude, mais avoue ne plus avoir eu de contact avec sa nièce Camille depuis plusieurs années. Elle ne se déplace même pas à Nantes. Madeleine Fourcade, elle, ne trouve plus le sommeil. Chaque nuit, elle se retourne dans son lit, revoyant ce qu'elle a observé durant ces 2 années précédant la disparition. Elle se souvient de l'été 1987, quand Camille avait 14 ans. Un après-midi de juillet particulièrement chaud, Madeleine arrosait ses géraniums sur son balcon. Par-dessus le muret séparant les 2 jardins, elle a aperçu Henri et Camille installés sur des chaises longues. Henri lisait son journal, Camille, un roman. Rien d'anormal en apparence. Sauf que Camille portait un maillot de bain 2 pièces et que Madeleine a surpris le regard d'Henri posé sur le corps adolescent de sa fille. Un regard qui n'était pas celui d'un père, un regard qui l'a glacé. Elle se souvient aussi de ce soir de septembre 1988 où elle passait devant le numéro 17 en rentrant de ses courses. Par la fenêtre du salon dont les rideaux n'étaient pas complètement tirés, elle a vu Henri et Camille assis sur le canapé regardant la télévision. Camille était blottie contre son père, la tête posée sur son épaule, sa main dans la sienne. Une proximité qui dépassait largement celle d'un père et de sa fille adolescente de 15 ans. Madeleine avait pressé le pas, le cœur battant, se disant qu'elle avait mal vu, qu'elle interprétait mal. Mais le pire, ce dont elle ne peut s'empêcher de se souvenir, c'est cette nuit de février 1989. Elle avait été réveillée vers 2 heures du matin par une insomnie. Incapable de se rendormir, elle était descendue se préparer une tisane. Depuis sa cuisine plongée dans la pénombre, elle avait machinalement regardé vers la maison voisine. Et elle avait vu de la lumière à l'étage, dans la chambre principale, celle qu'occupait Henri depuis la mort d'Eliane. Les rideaux bougeaient légèrement et derrière, elle avait distinctement aperçu 2 silhouettes. 2 silhouettes dans cette chambre à cette heure. Madeleine s'était figée, la bouilloire à la main. Non, ce n'était pas possible. Elle devait se tromper. C'était peut-être juste Camille, venue réveiller son père pour un cauchemar. Voilà, c'était forcément ça. Mais au fond de son cœur, Madeleine savait. Elle savait et elle n'avait rien fait. Elle s'était recouchée, avait tiré la couverture sur sa tête et avait prié pour que ce qu'elle soupçonnait ne soit pas vrai. Dans les mois qui suivent la disparition, elle se confie à personne. Que pourrait-elle dire? Qu'elle a cru voir des choses étranges, mais qu'elle n'est sûre de rien. Qu'elle a peut-être mal interprété des gestes innocents. Et puis, Henri et Camille sont partis. S'ils ont fui ensemble, c'est peut-être que la jeune fille était consentante, non? Cette pensée la ronge, mais elle s'y accroche pour apaiser sa conscience. Les années passent. 1990, 91, 92. Le pavillon du numéro 17 finit par être vendu aux enchères par la municipalité en 1993.
Une jeune famille s'y installe, ignorant tout du passé des lieux. La rue Lamartine retrouve progressivement sa tranquillité. Les nouveaux habitants repeignent les volets, remettent le jardin en état, et les mauvais souvenirs semblent s'effacer. Madeleine vieillit. Elle atteint 70 ans en 1995, puis 75 en 2000. Ses genoux la font souffrir, elle sort de moins en moins. Ses journées se résument à la télévision, aux grilles de mots croisés, aux visites occasionnelles de sa nièce qui habite Le Mans. Mais le poids de son secret ne diminue jamais. Parfois, elle se demande où sont Henri et Camille aujourd'hui. Sont-ils encore ensemble? Camille a-t-elle réussi à s'échapper? Ou pire, est-elle morte quelque part, victime de son propre père? En 2003, l'inspecteur Marchand prend sa retraite. Le dossier Lavigne, comme tant d'autres affaires non résolues, est archivé dans les sous-sols du commissariat central. Personne ne s'en occupe plus. Personne n'y pense, sauf Madeleine Fourcade, qui pense à eux chaque jour depuis 18 ans. Au printemps 2007, Madeleine commence à se sentir inhabituellement fatiguée. Elle a 86 ans maintenant, et elle attribue d'abord cette lassitude à son âge avancé. Mais la fatigue persiste, s'accompagne de douleurs abdominales, de nausées. Sa nièce, Véronique, qui lui rend visite en mai, s'inquiète de sa pâleur et insiste pour qu'elle consulte un médecin. Le docteur Arnaud, son généraliste depuis 20 ans, l'examine et prescrit une série d'analyses sanguines. Les résultats sont préoccupants. Il l'oriente vers un gastro-entérologue au CHU de Nantes. Le 14 juin 2007, après une batterie d'examens incluant scanner et biopsie, le verdict tombe. Cancer du pancréas, stade 4. La tumeur est inopérable. Les métastases ont déjà atteint le foie et les poumons. L'oncologue, un homme d'une 50aine d'années au visage grave, lui explique qu'il lui reste probablement entre 3 et 6 mois à vivre. Une chimiothérapie palliative peut être tentée pour prolonger un peu cette échéance et atténuer les symptômes, mais il n'y a plus d'espoir de guérison. Madeleine encaisse la nouvelle avec un calme qui surprend sa nièce. Au fond, elle s'y attendait. Ces dernières semaines, elle sentait que son corps l'abandonnait. De retour dans son appartement, Madeleine refuse la chimio. À quoi bon gagner quelques semaines supplémentaires de souffrance? Elle préfère vivre ce temps qui lui reste dans la dignité, sans nausées, sans perte de cheveux, sans aller-retour épuisant à l'hôpital. Véronique tente de la convaincre du contraire, mais finit par respecter sa décision. Elle propose à sa tante de venir vivre avec elle au Mans, mais Madeleine refuse également. Elle veut mourir chez elle, dans cet appartement qu'elle occupe depuis 40 ans, dans cette rue qu'elle connaît par cœur. Les semaines passent, juillet arrive, avec sa chaleur écrasante. Madeleine passe ses journées assise près de la fenêtre, regardant la rue Lamartine, comme elle l'a toujours fait. Les douleurs s'intensifient progressivement. Le médecin lui prescrit de la morphine, qu'elle prend avec parcimonie, craignant la dépendance même si cela n'a plus beaucoup de sens. C'est durant ces longues heures de solitude, alors qu'elle sent la mort approcher, que Madeleine commence à réfléchir vraiment à son existence. Qu'a-t-elle accompli? Qu'a-t-elle laissé derrière elle? Sa vie lui semble soudain terriblement vide, dénuée de sens. Pas d'enfant, un mari mort depuis presque 25 ans, quelques nièces et neveux qui la visitent par obligation plus que par affection. Et puis, il y a cette chose qu'elle sait depuis 18 ans et qu'elle n'a jamais dite. La nuit, quand les douleurs l'empêchent de dormir malgré la morphine, Madeleine voit le visage de Camille. La petite fille timide de 12 ans qui avait perdu sa mère, l'adolescente silencieuse qui rentrait de l'école la tête basse, la jeune fille de 16 ans qui a disparu avec son père. Quel âge aurait-elle aujourd'hui? 34 ans. Elle pourrait avoir une famille, des enfants, une vie. Ou alors elle est morte depuis longtemps, enterrée quelque part par celui qui aurait dû la protéger. Au début du mois d'août, Madeleine prend sa décision. Elle ne peut pas mourir en emportant ce secret. Peu importe ce que les gens penseront d'elle, peu importe les conséquences. Elle doit parler. C'est la seule chose juste qu'elle puisse encore faire avant de quitter ce monde. Le mardi 7 août 2007, Madeleine demande à sa nièce de contacter la police. Véronique, surprise, lui demande pourquoi.
Madeleine se contente de répondre qu'elle doit leur parler d'une vieille affaire, quelque chose d'important qu'elle aurait dû révéler il y a longtemps. Véronique, inquiète, appelle le commissariat central de Nantes et explique que sa tante, gravement malade, souhaite faire une déclaration concernant une affaire ancienne. Le mercredi 8 août 2007, en début d'après-midi, 2 enquêteurs de la brigade criminelle se présentent au domicile de Madeleine Fourcade. Il s'agit du lieutenant Sophie Arnoux, une femme de 38 ans aux cheveux courts et au regard perçant, et de son collègue, le brigadier Marc Lefebvre, un jeune trentenaire qui prend des notes avec application. Madeleine les accueille dans son salon. Elle a enfilé sa plus belle robe, comme pour une occasion solennelle. Elle est terriblement amaigrie, son visage est creusé, mais son regard est lucide et déterminé. Elle leur sert du thé qu'elle a préparé avec les dernières forces qui lui restent, puis s'assoit lentement dans son fauteuil habituel, celui d'où elle observe la rue depuis tant d'années. « Vous êtes trop jeune pour vous souvenir de cette affaire », commence-t-elle d'une voix faible mais claire. « Henri et Camille Lavigne. Ils ont disparu en octobre 1989. Ils habitaient juste à côté, au numéro 17. » Le lieutenant Arnoux fronce les sourcils. Le nom ne lui dit rien, mais l'affaire remonte à presque 18 ans. Elle sort son smartphone, envoie un message rapide à un collègue au commissariat pour qu'il vérifie dans les archives. « Je les ai vus partir cette nuit-là », continue Madeleine. Le lundi 23 octobre, vers 20h30, j'ai entendu la porte, puis la voiture. J'ai regardé par ma fenêtre et je les ai vus partir tous les deux dans la Renault. Le brigadier Lefebvre note consciencieusement. Le lieutenant Arnoux demande doucement « Madame Fourcade, vous avez fait cette déclaration à la police à l'époque, n'est-ce pas ?»« Oui, » répond Madeleine en baissant les yeux. « Mais je n'ai pas tout dit. Je n'ai pas osé dire ce que j'avais vraiment vu. Ce que j'avais vu pendant les 2 années avant leur départ. » Un silence s'installe dans le petit salon. On n'entend plus que le tic-tac de l'horloge murale et le bourdonnement lointain de la circulation sur l'avenue voisine. « Racontez-nous » dit doucement le lieutenant Arnoux. Et Madeleine raconte. Elle raconte l'été 1987, le regard d'Henri sur le corps de sa fille, en maillot de bain. Elle raconte ce soir de septembre 88, Camille blottie contre son père d'une manière qui n'était pas normale. Elle raconte surtout cette nuit de février 89, les 2 silhouettes dans la chambre principale à 2 heures du matin. « Ce n'était pas des preuves, » murmure-t-elle, les larmes coulant sur ses joues ridées. « Juste des choses que j'avais vues, que j'avais cru voir. Je me suis dit que je pouvais me tromper, que je faisais peut-être des suppositions horribles sur des gens innocents. Et puis ils sont partis, et j'ai pensé que si Camille était partie avec lui volontairement, c'est qu'elle voulait être avec lui, que peut-être leur relation était consentie. » Sa voix se brise sur ce dernier mot. Le lieutenant Arnoux tend un mouchoir à la vieille femme, le visage grave. Mais une fille de 16 ans ne peut pas consentir à une chose pareille avec son propre père, reprend Madeleine dans un sanglot. Comment ai-je pu être aussi lâche? Comment ai-je pu laisser cet enfant sans rien faire? Pendant 18 ans, j'ai vécu avec ce secret, et ça m'a détruite. Je vais mourir dans quelques semaines, et je ne veux pas emporter ça avec moi. Il faut que quelqu'un sache, il faut que quelqu'un cherche cette jeune femme, qu'on sache ce qu'elle est devenue. Le lieutenant Arnoux pose sa main sur celle de Madeleine. « Vous faites la bonne chose maintenant, madame. Nous allons rouvrir cette enquête. » Dans les jours qui suivent, le dossier Lavigne est exhumé des archives. Le lieutenant Arnoux et son équipe relisent tous les rapports, réécoutent tous les témoignages recueillis en 1989. À la lumière des révélations de Madeleine Fourcade, certains détails prennent un sens nouveau, plus sinistre. L'isolement de Camille, son absence totale de vie sociale, son refus de participer à toute activité extrascolaire, le contrôle excessif d'Henri sur sa fille, le fait qu'après la mort d'Éliane, Camille n'ait plus jamais eu de vie en dehors de cette maison. Les professeurs mentionnaient qu'elle semblait toujours fatiguée, qu'elle avait parfois des bleus sur les bras. À l'époque, personne n'y avait prêté attention. Maintenant, ces signes hurlent ce qu'ils auraient dû voir. Le lieutenant Arnoux décide de mener une nouvelle série d'interrogatoires. Beaucoup d'anciens voisins ont déménagé ou sont décédés,
mais quelques-uns vivent encore dans le quartier. Madame Garnier, âgée de 79 ans maintenant, se souvient avec émotion de Camille. « C'était une enfant si triste, dit-elle. Après la mort de sa mère, on aurait dit qu'elle s'était éteinte. Je me souviens que j'ai essayé une fois de lui parler, de l'inviter à prendre un goûter chez moi, avec ma petite fille qui avait le même âge. Son père a refusé, catégoriquement. Il m'a dit que Camille avait trop de devoirs, qu'elle ne pouvait pas perdre de temps avec des futilités. Monsieur Pelletier, lui, évoque un souvenir troublant de l'été 1988. J'avais organisé une fête dans mon jardin pour les voisins. J'avais invité tout le monde, y compris Henri et Camille. Henri a décliné pour lui et pour sa fille. Mais ce qui m'a marqué, c'est que le soir de la fête, alors que tout le monde était dans mon jardin, j'ai vu Henri et Camille dans le leur, assis côte à côte sur un banc. Ils nous regardaient par-dessus la haie, et il y avait quelque chose dans leur façon d'être ensemble qui m'a mis mal à l'aise, comme s'ils formaient un couple qui observait le monde extérieur avec mépris ou peur, je ne sais pas. Les enquêteurs contactent également l'ancienne conseillère d'éducation du lycée Aristide Briand, Madame Renaud, qui a pris sa retraite mais se souvient parfaitement de Camille. Elle était brillante, vraiment brillante, raconte-t-elle. Elle aurait pu aller dans les meilleures écoles, mais il y avait quelque chose de brisé en elle. Je me souviens qu'un jour j'ai voulu discuter avec elle de son orientation. Elle était en seconde. Il fallait penser à l'avenir. Quand je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire après le bac, elle m'a regardé avec des yeux vides et elle m'a dit « Je ne sais pas si j'aurai un après ». J'ai cru qu'elle parlait d'échecs scolaires, mais maintenant je me demande si elle ne parlait pas d'autre chose. Le lieutenant Arnoux décide également de consulter un psychologue spécialisé dans les affaires d'inceste. Le docteur Valentin, qui travaille avec la police sur plusieurs enquêtes, analyse le profil d'Henri Lavigne tel qu'il ressort des témoignages. Le schéma est malheureusement classique, explique-t-il. Un homme qui isole progressivement sa fille du monde extérieur après la mort de l'épouse, qui la transforme en substitut conjugal. L'inceste père-fille est souvent précédé d'une période de normalisation, où le père commence à traiter sa fille comme une partenaire plutôt que comme un enfant. Les gestes affectueux deviennent ambigus, puis franchissent la ligne. L'enfant, surtout si elle a perdu sa mère, se retrouve dans une situation de dépendance totale et ne sait pas comment s'échapper. « Pensez-vous qu'ils soient encore ensemble aujourd'hui ?» demande le lieutenant Arnoux. Le docteur Valentin réfléchit un instant. C'est possible. Dans certains cas, surtout quand l'inceste a commencé relativement tard, à l'adolescence, la victime peut développer une forme de syndrome de Stockholm. Elle peut croire qu'elle aime son agresseur, qu'elle a choisi cette vie. Ils peuvent avoir refait leur vie ailleurs, en se faisant passer pour un couple normal, père et fille, oncle et nièce, ou simplement deux personnes sans lien de parenté. Personne ne pose de questions. Et si ce n'est pas le cas, le psychologue soupire. Alors il faut craindre le pire. Peut-être que Camille a tenté de s'échapper, de reprendre sa liberté. Peut-être qu'Henri n'a pas accepté. Dans ces situations, la violence peut éclater. L'homme perd le contrôle de sa possession et réagit de manière extrême. Cette conversation hante le lieutenant Arnoux. Elle demande à son équipe de lancer de nouvelles recherches nationales. Toutes les Camille Lavigne, nées en 1973, sont localisées et vérifiées. Il y en a 4 en France. Aucune ne correspond. Soit Camille a changé d'identité, soit elle vit à l'étranger, soit elle est morte. Les enquêteurs vérifient également les fichiers des personnes disparues et des corps non identifiés depuis 1989. Plusieurs cas de jeunes femmes retrouvées mortes dans différentes régions de France retiennent l'attention, mais les analyses ADN, quand elles sont possibles, ne correspondent pas. Camille reste un fantôme. En septembre 2007, le lieutenant Arnoux rend une dernière visite à Madeleine Fourcade. La vieille femme est mourante, maintenue sous morphine en continu, à peine consciente. Véronique, sa nièce, est à son chevet en permanence maintenant. Quand le lieutenant entre dans la chambre, Madeleine ouvre les yeux avec difficulté. « Vous l'avez retrouvée » murmure-t-elle dans un souffle. « Pas encore.
répond doucement le lieutenant. Mais nous continuons à chercher. Grâce à vous, nous avons pu comprendre ce qui s'est vraiment passé. Vous avez fait ce qu'il fallait, Madeleine. Les yeux de la vieille femme se remplissent de larmes. C'est trop tard. J'aurais dû parler en 89. Elle aurait peut-être eu une chance. Vous ne pouviez pas savoir. Personne ne pouvait savoir avec certitude. Mais Madeleine secoue faiblement la tête. Si, je savais. Au fond de moi, je savais. Le lieutenant Arnoux reste un moment, tenant la main fragile de Madeleine. Puis elle repart, le cœur lourd, se promettant de ne jamais abandonner cette affaire. Madeleine Fourcade décède le 22 septembre 2007, entourée de sa famille. Elle emporte avec elle la culpabilité qui l'a rongée pendant 18 ans, mais aussi l'espoir ténu d'avoir peut-être, finalement, aidé Camille d'une manière ou d'une autre. 3 semaines après la mort de Madeleine, le dossier Lavigne connaît un développement inattendu. Le vendredi 12 octobre 2007, le commissariat central de Nantes reçoit un appel de la police de Grenoble. Un homme vient de se présenter spontanément pour faire une déclaration concernant une disparition ancienne à Nantes. Il s'agit de Julien Fontaine, 52 ans, gérant d'une quincaillerie dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Le lieutenant Arnoux prend immédiatement un train pour Grenoble. Le lendemain matin, elle se retrouve face à Julien Fontaine dans une salle d'interrogatoire du commissariat local. L'homme est nerveux, ses mains tremblent légèrement. Il porte une alliance, une photo de famille est posée sur la table devant lui, comme pour se rassurer. J'ai lu dans le journal qu'une vieille dame était morte après avoir témoigné sur l'affaire Lavigne, commence-t-il. Je me suis dit que si elle avait eu le courage de parler après tant d'années, je devais faire de même. Le lieutenant Arnoux active l'enregistreur et invite Julien à raconter ce qu'il sait. En novembre 1989, commence Julien. Je travaillais comme guichetier à la gare SNCF de Lyon-Pardieu. J'avais 24 ans à l'époque. Le samedi 25 octobre, vers 11 heures du matin, un homme d'une quarantaine d'années s'est présenté à mon guichet avec une jeune fille. Il voulait 2 billets pour Grenoble. Aller simple, départ immédiat. Pouvez-vous les décrire ? Demande le lieutenant. L'homme était plutôt grand, mince, cheveux bruns légèrement grisonnants. Il portait une veste en cuir et sentait le tabac. La jeune fille, elle avait 16 ou 17 ans maximum. Blonde, très pâle, des yeux clairs. Ce qui m'a marqué, c'est qu'elle ne disait rien. Elle gardait la tête baissée tout le temps. L'homme a payé en liquide, et j'ai remarqué qu'il avait une grosse liasse de billets dans sa poche. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous souvenir d'eux spécifiquement ? Julien hésite, puis continue. C'est à cause de ce qui s'est passé après. Quand je leur ai donné les billets, l'homme a pris la fille par le bras pour l'emmener. Pas le poignet, le bras, juste au-dessus du coude. Elle a grimacé de douleur, et l'espace d'une seconde, elle a levé les yeux vers moi. Je n'oublierai jamais ce regard. C'était un appel au secours muet, mais je n'ai rien fait. Je me suis dit que c'était peut-être un père avec sa fille difficile, que ce n'était pas mes affaires. Le lieutenant Arnoux sent son pouls s'accélérer. Vous êtes certain que c'était bien eux ? Quelques jours plus tard, le mercredi ou le jeudi, je ne sais plus exactement, des policiers sont venus à la gare avec des photos. Ils recherchaient un homme et une jeune fille qui avaient peut-être pris un train. Ils m'ont montré les photos d'Henri et Camille Lavigne. Je les ai reconnus immédiatement. C'était eux, aucun doute. Mais quand les policiers m'ont demandé si je les avais vus, j'ai dit non. Pourquoi ? La question du lieutenant est directe mais sans jugement. Julien baisse la tête, honteux, parce que j'avais peur. Peur de m'impliquer, de devoir témoigner, de perdre mon emploi peut-être. Et puis, ils étaient déjà partis depuis plusieurs jours. Je me suis dit que ça ne changerait rien. Mais pendant toutes ces années, ce regard de la jeune fille m'a hanté. J'ai eu 2 filles, vous comprenez, et chaque fois que je les regarde, je pense à elles, à celles que je n'ai pas aidées. Le lieutenant Arnoux prend des notes rapidement. Donc, ils sont arrivés à Grenoble le 25 octobre 1989. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait ensuite ? Non, aucune idée. Mais attendez, il y a autre chose. Julien sort une enveloppe de sa poche. Il y a 6 mois, en avril 2007, j'étais dans ma quincaillerie. Une femme est entrée pour acheter de la peinture et des pinceaux. Une femme d'une 30aine d'années, blonde, très mince.
Elle avait l'air épuisée, malade peut-être. Quand elle est passée à la caisse, j'ai vu ses mains. Elle avait des petites cicatrices blanches sur les poignets, des anciennes entailles. Il fait une pause, les yeux brillants de larmes. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression de la reconnaître. Quelque chose dans ses yeux. J'ai essayé de discuter avec elle, de lui demander si elle habitait le quartier. Elle m'a répondu par monosyllabe, pressée de partir. Mais avant de sortir, elle s'est retournée et m'a regardé. Et j'ai su, c'était elle, la jeune fille de la gare, 18 ans plus tard. Le lieutenant Arnoux sent son cœur battre à tout rompre. Vous en êtes certain? Aussi certain que je peux l'être. Les mêmes yeux, la même tristesse au fond du regard. J'ai voulu lui parler, lui demander si elle allait bien, mais elle était déjà partie. Je suis sorti de la boutique, j'ai essayé de la suivre dans la rue, mais je l'ai perdue. Depuis, je la cherche du regard chaque jour. Je me promène dans le quartier, j'espère la recroiser, en vain. Elle a payé comment? Par carte? En liquide, malheureusement. Le lieutenant Arnoux réfléchit rapidement. Vous avez dit qu'elle achetait de la peinture. Pour repeindre un appartement, probablement. Peut-être qu'elle venait d'emménager dans le quartier de la Villeneuve. Dans les heures qui suivent, une enquête de voisinage systématique est lancée dans tout le quartier. Les policiers montrent une photo de Camille datant de 1989, avec une simulation de vieillissement réalisée par un logiciel informatique. Pendant 3 jours, ils font du porte-à-porte, interrogent les commerçants, les gardiens d'immeubles, les facteurs. Le mardi 16 octobre, un gardien d'immeuble de la rue Schumann reconnaît la photo. Oui, je crois que c'est la locataire du 312. Camille Martin. Elle a emménagé il y a environ 6 mois. Elle vit seule, très discrète. Je ne l'ai jamais entendue faire de bruit. Le lieutenant Arnoux sent l'adrénaline monter. Martin, pas Lavigne. Elle a changé de nom. Avec l'équipe grenobloise, elle se rend immédiatement à l'adresse. L'immeuble est une barre d'habitation typique des années 70, un peu délabrée. Le 312 est au 3e étage. Quand ils frappent à la porte, personne ne répond. Le gardien ouvre avec son passe. L'appartement est petit, un 2 pièces meublé sommairement. Dans le salon, des cartons sont encore empilés contre un mur. Sur une table basse, des documents administratifs. Le lieutenant Arnoux les parcourt. Contrat de location au nom de Camille Martin, née le 8 février 1973 à Nantes. C'est elle. Dans la chambre, un lit, une place parfaitement fait. Sur la table de nuit, un flacon de médicaments, des antidépresseurs. Dans la salle de bain, d'autres médicaments, des anxiolytiques cette fois, et dans l'armoire de toilette, des pansements, du désinfectant, comme si elle se préparait à panser des plaies. Il faut la retrouver rapidement, dit le lieutenant Arnoux à ses collègues. Je crains qu'elle soit en danger. Une recherche est lancée, les hôpitaux de Grenoble sont contactés. Et c'est à l'hôpital Michalon que la piste aboutit. Une femme, correspondant au signalement de Camille, a été admise aux urgences dans la matinée, après une tentative de suicide par ingestion de médicaments. Elle est actuellement en réanimation. Son pronostic vital est engagé. Le lieutenant Arnoux se précipite à l'hôpital. Dans le service de réanimation, elle parle avec le médecin en charge. Elle a absorbé une quantité massive d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. On a fait un lavage gastrique, mais elle était déjà en arrêt cardiaque quand les pompiers l'ont trouvée. On a réussi à la ranimer, mais elle est dans le coma. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Le médecin hésite. C'est incertain. Les prochaines 48 heures seront décisives. Le lieutenant Arnoux demande à voir la patiente. À travers la vitre de la chambre de réanimation, elle aperçoit une femme maigre, intubée, couverte de fils et de perfusions. Ses cheveux blonds sont ternes, sa peau d'une pâleur cadavérique. Mais malgré la maladie, la souffrance visible sur ce visage, le lieutenant reconnaît les traits de la jeune Camille sur les photos de 1989. Pendant 2 jours, l'équipe médicale se bat pour la maintenir en vie. Le lieutenant Arnoux reste à Grenoble, attendant dans les couloirs de l'hôpital, espérant pouvoir lui parler si elle se réveille. Le jeudi 18 octobre, en fin d'après-midi, Camille ouvre les yeux. Elle est faible, désorientée mais consciente. Les médecins retirent le tube d'intubation. Elle peut parler difficilement, mais elle peut parler.
Le lieutenant Arnoux entre dans la chambre, s'assoit près du lit. « Camille, dit-elle doucement, je suis le lieutenant Sophie Arnoux de la police de Nantes. Je sais qui vous êtes, je sais ce que vous avez vécu, vous n'avez plus besoin de fuir. » Les yeux de Camille se remplissent de larmes. Sa bouche tremble. « Comment m'avez-vous trouvé ? Grâce à quelqu'un qui vous a vu, quelqu'un qui n'a pas oublié votre regard. » Camille ferme les yeux, les larmes coulent sur ses joues creuses. « Je ne voulais plus vivre, » murmure-t-elle. « Je ne peux plus, c'est trop lourd. » « Camille, où est votre père ?» Un long silence. Puis, dans un souffle, il est mort. Dans les jours qui suivent, alors que Camille récupère lentement à l'hôpital, elle accepte de raconter son histoire au lieutenant Arnoux. C'est un récit fragmenté, entrecoupé de silence, de larmes, de crises d'angoisse. Mais petit à petit, 18 années de cauchemar émergent. Tout a commencé après la mort de sa mère en mars 1985, quand Camille avait 12 ans. Henri, dévasté par la perte d'Eliane, s'est accroché à sa fille comme à une bouée de sauvetage. Au début, c'était de l'affection excessive, mais encore acceptable. Il voulait qu'elle dorme dans sa chambre parce qu'il avait peur de la perdre, elle aussi. Il voulait qu'elle reste à la maison le plus possible, loin des dangers du monde extérieur. Puis, progressivement, les gestes ont changé. Les câlins sont devenus trop longs, trop serrés. Les baisers sur la joue ont dérivé vers les lèvres. Camille, à 13 ans, ne comprenait pas ce qui se passait. Elle aimait son père, c'était tout ce qui lui restait. Quand il lui disait que leur amour était spécial, unique, qu'ils formaient une famille à eux deux et que personne d'autre ne comptait, elle le croyait. À 14 ans, en 1987, Henri a franchi la ligne définitivement. Il a commencé à venir dans sa chambre la nuit. Il lui expliquait que c'était normal, que c'était comme ça qu'un père montrait son amour à sa fille. Camille était terrifiée, dégoûtée, mais aussi complètement dépendante de lui. Elle n'avait personne à qui parler, aucun ami, aucune famille proche. Et Henri lui répétait constamment que si elle en parlait à quelqu'un, ils seraient séparés, qu'elle finirait en foyer, seule et malheureuse. Après la mort d'Eliane, Camille avait emménagé dans l'ancienne chambre de ses parents avec Henri. Officiellement, c'était pour qu'elle ne reste pas seule dans sa petite chambre triste. En réalité, ils vivaient comme un couple. Le soir, ils regardaient la télévision enlacés sur le canapé. La nuit, ils partageaient le même lit. Camille se dissociait de son corps durant ces moments, imaginait qu'elle était ailleurs, qu'elle était quelqu'un d'autre. En octobre 1989, Camille avait 16 ans et elle n'en pouvait plus. Elle avait commencé à se mutiler, à se faire des entailles sur les avant-bras qu'elle cachait sous des manches longues. Elle pensait au suicide constamment. Un jour, au lycée, elle a osé glisser un mot dans le casier de la conseillère d'éducation, demandant de l'aide. Mais avant que la conseillère ne puisse la convoquer, Henri a découvert le mot. Camille avait laissé un brouillon dans sa chambre. La colère d'Henri avait été terrible. Pour la première fois, il l'avait frappée. Puis, au milieu de la nuit, il était venu dans la chambre, avait réveillé Camille et lui avait annoncé qu'il partait, qu'ils allaient tout recommencer ailleurs, loin de Nantes, loin de tous ceux qui voulaient les séparer. Il avait déjà préparé des sacs avec leurs affaires essentielles. Il avait retiré tout l'argent de son compte bancaire durant les semaines précédentes, prévoyant cette fuite. Camille n'avait pas protesté. À quoi bon? Elle était prisonnière de cet homme, qui était son père et son bourreau. Ils étaient partis dans la nuit pluvieuse, abandonnant tout derrière eux. Le trajet jusqu'à Lyon, puis le train pour Grenoble. Henri avait choisi cette ville parce qu'il y avait un cousin éloigné qui pourrait peut-être l'aider à trouver du travail au noir. À Grenoble, ils se sont installés dans un petit appartement miteux du quartier de la Villeneuve. Henri travaillait dans un garage, toujours comme mécanicien, mais sans contrat officiel. Camille, elle, est restée enfermée dans l'appartement. Henri lui interdisait de sortir, de peur qu'elle ne s'échappe ou ne parle à quelqu'un. Il avait fabriqué de faux papiers d'identité pour eux deux. Ils s'appelaient maintenant Henri et Camille Martin, père et fille, venus de Lille pour raisons professionnelles. Les années ont passé dans cette prison invisible. Camille a vieilli, mais elle n'a jamais vécu.
Elle était devenue l'épouse de facto de son père, cuisinant, nettoyant, partageant son lit la nuit. Henri était devenu de plus en plus possessif, de plus en plus paranoïaque. Il vérifiait ses moindres faits et gestes, fouillait ses poches quand il rentrait, s'assurait qu'elle n'avait parlé à personne. En 2005, Henri a commencé à avoir des problèmes de santé, des douleurs thoraciques, un essoufflement constant. Il refusait de consulter un médecin par peur qu'on ne découvre leur situation. Mais en janvier 2006, il a fait un infarctus massif dans l'appartement. Quand Camille, terrorisée, a fini par appeler les pompiers, il était déjà trop tard. Henri est mort sur le carrelage de la cuisine, à 60 ans, tenant encore la main de sa fille. Pour la première fois depuis 17 ans, Camille était libre. Mais qu'est-ce que la liberté quand on a été prisonnière toute sa vie? Elle ne savait pas comment vivre seule, comment fonctionner dans le monde. Elle avait 33 ans, mais elle se sentait comme une enfant perdue. Elle a gardé l'appartement quelques mois, vivant sur les économies d'Henri. Puis elle a déménagé dans un autre quartier, essayant de fuir les souvenirs. Elle a essayé de travailler, a trouvé un emploi de caissière dans un supermarché, mais les crises d'angoisse la paralysaient. Elle ne supportait pas que des hommes la regardent, la frôlent dans les rayons. Elle a fini par démissionner. Elle a enchaîné les petits boulots précaires, les périodes de chômage, les nuits blanches hantées par les cauchemars. En avril 2007, elle a eu ce projet fou de repeindre son appartement, de tout refaire à neuf, comme pour effacer le passé. C'est à ce moment qu'elle a croisé Julien Fontaine dans sa quincaillerie, et quelque chose dans le regard de cet homme l'a bouleversée. Un regard qui la reconnaissait, qui savait peut-être. Elle a fui, terrifiée à l'idée que son passé la rattrape. Les mois suivants, la dépression s'est aggravée. Malgré les médicaments, les consultations chez une psychiatre qu'elle voyait sous un faux nom, rien ne soulageait sa douleur. Elle pensait constamment à sa mère, morte quand elle avait 12 ans, à ce qu'aurait pu être sa vie si elle avait pu grandir normalement. Elle pensait à tous ces gens qu'elle avait croisés durant ces années d'enfer et qui auraient pu l'aider, mais qui n'avaient rien vu, rien dit. Le 15 octobre 2007, elle a pris tous ses médicaments d'un coup. Elle ne voulait plus lutter. Elle voulait juste que tout s'arrête enfin, mais elle a survécu. Et maintenant, assise dans ce lit d'hôpital, racontant son histoire à cette policière au regard compatissant, elle ne sait pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. Le lieutenant Arnoux écoute tout cela avec une émotion qu'elle peine à contenir professionnellement. Quand Camille termine son récit, épuisée, la policière lui prend doucement la main. « Camille, rien de tout cela n'était votre faute. Vous étiez une enfant. Vous n'aviez aucun moyen de vous défendre. Votre père était le seul coupable, le seul monstre dans cette histoire. » Camille secoue la tête faiblement. Il m'aimait à sa façon. Il était malade, mais il m'aimait. « Non, dit fermement le lieutenant, ce qu'il vous a fait n'était pas de l'amour. C'était de l'abus, de la violence, du viol. Pendant des années, vous n'avez pas à le défendre, ni à vous sentir coupable d'être soulagé qu'il soit mort. » Les jours suivants, Camille est transférée dans un service de psychiatrie pour être suivie et protégée. Une équipe de psychologues spécialisés dans les traumatismes complexes commence à travailler avec elle. C'est un long chemin qui s'annonce, probablement un chemin qui durera toute sa vie. Mais pour la première fois, Camille n'est plus seule. Le lieutenant Arnoux retourne à Nantes avec le dossier complet. Elle rédige un rapport détaillé qui sera classé dans les archives, fermant officiellement l'affaire de la disparition d'Henri et Camille Lavigne. Henri Lavigne, décédé en janvier 2006 à Grenoble, ne sera jamais jugé pour ses crimes. Mais au moins, la vérité est connue maintenant. Quelques mois plus tard, en mars 2008, le lieutenant Arnoux reçoit une lettre de Grenoble. C'est Camille qui écrit, d'une écriture hésitante mais lisible. Elle raconte qu'elle suit une thérapie intensive, qu'elle a rejoint un groupe de parole pour victimes d'inceste. Elle dit qu'elle a des hauts et des bas, des jours où elle veut vivre et d'autres où elle veut mourir. Mais elle tient, elle essaie. Elle écrit aussi quelque chose qui fait monter les larmes aux yeux du lieutenant Arnoux. « Merci d'avoir cherché. Merci de ne pas m'avoir oublié. Personne ne m'avait cherché avant vous.
Personne ne s'était soucié de savoir ce qu'était devenue la petite Camille de Nantes. Vous m'avez donné quelque chose que je croyais avoir perdu pour toujours, l'impression que ma vie compte, que mon histoire mérite d'être entendue. Je ne sais pas si je guérirai un jour complètement. Peut-être que certaines blessures ne guérissent jamais vraiment. Mais au moins maintenant, je peux essayer de vivre au lieu de juste survivre. Le lieutenant Arnoux range précieusement cette lettre dans le dossier Lavigne, puis le referme définitivement. Cette affaire nous montre la terrible réalité de l'inceste familial et l'importance cruciale de ne jamais ignorer les signes. Madeleine Fourcade a porté pendant 18 ans le poids de son silence, un silence qui a condamné Camille à des années supplémentaires de souffrance. Mais son témoignage, même tardif, a finalement permis de retrouver Camille et de lui offrir une chance de reconstruction. Cela nous rappelle que dans ces situations, il n'est jamais trop tard pour parler, pour briser le silence qui protège les agresseurs et isole les victimes. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? Aviez-vous perçu les indices tout au long du récit? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si ce type d'enquête approfondie vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un like si cette histoire vous a touché et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait être sensible à ces questions essentielles.